Donc la méchante reine a survécu après le film. Est-ce que vous voulez appuyer la théorie comme quoi ce serait Mère Gothel plus tard? Bonjour, je suis Mayolek et je suis une princesse. I am a princess. Les princesses Disney, porteuses de morale pour les jeunes filles et surtout de produits dérivés en tout genre. BD, jeux, poupées, maquillage, manga. Mais bizarrement, ce qui définissait une princesse Disney n'a jamais été très clair. La liste officielle se compose de Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Réponse, Mérida et la plus récente, Vaiana. Même si elles n'y figurent pas, Elsa et Anna sont souvent comptées dedans et parfois Alice est considérée comme faisant partie du groupe. Donc ce n'est pas tant une question de fonction vu que Mulan et Alice ne sont techniquement pas du tout des princesses, alors que des personnages clairement établis comme tels ne sont pas dans la liste. Mais quelle peut bien en être la raison, je me demande. S'il est évident que le critère premier est la popularité et donc le potentiel à rapporter du fric, dans un élan positif, j'aime à penser que ces princesses peuvent représenter un modèle positif pour le jeune public. Ce que quelqu'un dans une position élevée, soit atteinte, soit à atteindre, se doit de faire et ou d'apprendre pour être la meilleure version de soi-même. Alice étant un peu à part, mais bon, elle a jamais réellement été une princesse que dans Kingdom Hearts. Ainsi, le terme princesse aurait un sens plus imagé, même si pour la plupart de nos héroïnes, il serait aussi très direct. J'imagine que c'est un peu ce que voulaient faire passer les histoires merveilleuses, de façon très niaise. Après, certaines princesses sont clairement de moins bons modèles que d'autres, et ça me fait un peu regretter que seule la popularité à peu près décide de qui doit représenter votre portrait éthique. Si tu portes une robe et que tu as un animal de compagnie, t'es une princesse. Ah oui, et ça aussi. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la liste des oubliés qui mériteraient sur le fond d'entrer dans cette gamme. Et non, cette bécasse n'en fait pas partie. En essayant tout de même de jouer un peu le jeu de Disney avec des femmes qui se rapprochent au moins quelque peu de la fonction technique. Donc certains personnages ne sont pas éligibles. Et aussi en évitant de trop célébrer les furies parce que Disney n'est pas encore tout à fait prêt à accepter ce genre de mélange. En avant pour le top 10 des princesses Disney négligées. Numéro 10, Star Butterfly. Ok, j'ai un aveu à vous faire, à l'heure qu'il est, je n'ai vu que les 3 premiers épisodes, donc cette place n'a rien de définitif. Et même si pour l'instant la série ne me convainc pas beaucoup, désolé les fans, le personnage de Star promet grandement. C'est une fille hyperactive, détentrice de pouvoirs cosmiques phénoménaux, et qui ne les garde pas dans un mouchoir de poche. Au contraire, elle n'hésite pas à s'en servir abondamment, souvent de façon irréfléchie, parce qu'elle est jeune et dynamique. Pour rester poli, ce qui est intéressant, c'est le développement de personnages que ça laisse entrevoir. Star fait ses devoirs de princesse, mais doit apprendre à mieux se contenir, connaître et gérer les pouvoirs qu'on lui octroie. Il y a un équilibre entre l'hyperactivité fun et le sens des responsabilités qui a besoin de s'étoffer chez elle. Et selon si c'est bien fait ou pas au fil de la série, elle sera plus ou moins bien placée pour moi. Après, je vous cache pas que je manquais un peu de candidates dans ma liste. Suivante, numéro 9, Malina. Ouais. C'est la copine de l'empereur, donc ça compte. Bon, d'accord, comme tu veux. C'est toi le patron. Ouais, ça doit un peu vous surprendre de voir cette série récemment critiquée négativement dans cette liste, mais c'est pas tant sur l'exécution foireuse constante que sur le principe global que Malina mérite cette place pour moi. Si on part du principe qu'elle et Couscous sont un couple bien instauré, et pas la grosse farce qu'on nous a servi 90% du temps, Malina est un concept d'amoureuse de prince très frais. Un peu à l'instar de Belle, elle a des valeurs morales auxquelles elle est très attachée, et elle n'hésite pas à reprendre son amoureux quand il en dévie. C'est-à-dire 4 épisodes sur 5. Si elle fait ça, c'est pas bêtement pour le modeler comme elle en a personnellement envie, c'est surtout parce qu'elle sait qu'il représente le pouvoir et qu'il est mieux pour le peuple qu'il arrange son comportement. Parfois, être une princesse, une reine, une impératrice, etc., ce n'est pas détenir directement le pouvoir, mais pouvoir influencer celui qu'il détient. Et en ce sens, sur le principe, Malina est un très bon exemple. Et comme pour Belle, c'est quand son chéri montre un peu le meilleur de lui-même qu'elle en pince pour lui. Ce qui, à nouveau, aurait bien plus marché si ça ne se produisait pas une fois sur 20. Numéro 8, Kida. Il y a de la gonne.
Ah ouais, ça tu peux le dire. Oui, je sais, Atlantide est dans ma liste. Ne gloussez pas trop. Ça va, j'ai compris, à toi. Je le redis, Kida est un bon personnage sur le principe, qui prend son rôle de princesse très au sérieux. Elle a peur de la décadence de son peuple et cherche à débusquer leurs origines pour vraiment les aider à progresser. Bon, elle a rien su trouver en je sais pas combien de siècles et il a fallu que le scientifique blanc résolve tout pour elle en une journée, ce qui l'a fait un peu passer pour une conne, mais on va davantage se centrer sur les intentions plutôt que le résultat. C'est une dirigeante qui pense constamment à son peuple, dont le but premier est d'améliorer leur vie et ne pas perdre leur patrimoine. Elle n'hésite pas à être la première à explorer et rencontrer les choses inconnues qui viennent leur faire face. Il est difficile de faire plus engagé qu'elle. Une princesse qui situe le bien-être des siens avant tout et qui essaye d'être proactive, ça mérite un peu d'être un modèle. En plus, elle a sa petite robe bien à elle et on lui donne son animal de compagnie dans la suite. Elle a vraiment toutes les qualifications requises, Disney. Numéro 7, Charlotte. Et c'est pas parce que ce film a déjà sa princesse attitrée qu'il peut pas en avoir deux. Bon, je reconnais que l'appellation princesse fait un peu pousser sur les bords parce qu'elle est juste princesse du Mardi Gras une journée. Ce qui fait déjà plus longtemps que l'a été Mulan. Et puis bon, son truc c'est de courir après la royauté. On peut être certain qu'à un moment de sa vie, elle finira princesse. Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. J'aime principalement Charlotte pour son humour, et ce serait déjà pas mal d'avoir une princesse majoritairement comique dans votre gamme. Mais en plus, c'est une femme qui sait faire preuve de renoncement pour le bien de son ami proche. Et c'est intéressant dans le sens où c'est un peu une parodie de la fan de princesse Disney. Elle tient à être avec un prince parce qu'elle veut être comme ces princesses de contes de fées qu'elle adule. Mais quand elle est face à un choix entre réaliser son rêve et laisser son amie être heureuse, elle sait prendre la bonne décision. Elle montre de façon assez succincte certes que vouloir être une princesse au sens superficiel n'est pas tout et que certaines choses priment avant ça. Ce qui est un message plutôt pertinent à faire passer à la démographie visée. Numéro 6, Megara. Son mec, c'est le fils du dieu des dieux. Je crois que c'est un bon rang au-dessus de prince. Tu es un vrai prince. Enfin, bien entendu, ce n'est qu'une façon de parler, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ta gueule Adonis. Je reconnais qu'en termes de représentation éthique, elle est en dessous de son chéri, mais elle a le caractère trempé pour compenser ça. Je suis une grande fille. Je sais lasser mes sandales toute seule. Et c'est une chose assez agréable à montrer. Devenir princesse ne se fait pas nécessairement en étant innocente du monde. Elle a de l'expérience dans la vie, même en matière d'amour, ce qui est très rare dans ces films. Et l'idée de montrer une femme vraiment marquée par son passé sans avoir l'innocence habituelle qu'on a de la part de nos princesses Disney est très valable. On peut ne pas trouver le bonheur au premier essai, et surtout atteindre une certaine plénitude peut se faire alors qu'on n'a pas forcément l'esprit naïf et optimiste à ça. Megara est le personnage d'amoureuse Disney sans doute le plus désabusé à ses débuts. Et en plus de lui donner un caractère piquant, ça offre une approche inédite en comparaison des autres. Ce fut un réel délice. Numéro 5, Esmeralda. C'est un peu la princesse des gitans. Je veux dire, c'est elle qui se met le plus en avant pour eux, souvent elle les dirige et ça passe. Limite, mais ça passe. En plus, elle a elle aussi une belle robe sexy et un animal de compagnie. Ça s'accepte, ça peut rentrer dans la case. Êtes-vous toujours aussi charmant ou est-ce mon jour de chance? À l'instar de Meg, Esmeralda est une femme qui a du vécu et ne vit pas son histoire d'un point de vue innocent. Le film joue parfaitement là-dessus en la confrontant aux injustices de la ville et en voulant tout faire dans ses moyens pour y remédier. Elle sait faire appel à l'esprit de communauté de son peuple pour l'épauler dans ses ambitions d'entraide. C'est ce qui la rend très forte pour moi. Elle atteint ce rôle de simili-princesse parmi les siens par la pure volonté et le charisme qu'elle dégage. Bon, le fait qu'elle soit canon doit jouer un rôle aussi. Elle affiche la détermination et le désir de justice comme peu de femmes de chez Disney le font, et pour ça elle mérite largement de faire partie de leur modèle. Peut-être qu'elle et Megara sont visuellement trop posées pour vendre ça au jeune public. Ça les a pas empêchés d'exploiter Pocahontas et Jasmine par contre. Raciste. Numéro 4, Jane. La femme du roi de la jungle, s'il vous plaît. Dégage!
Je le redis, pour moi, Jen est le personnage de soutien écrit à son meilleur. On n'a pas toujours les capacités d'être ultra proactif dans une histoire, mais on peut être un appui pour ceux qui le sont. Jen est là pour soutenir Tarzan parce qu'elle l'aime, et donc ce qui est important pour lui devient important pour elle. Et inversement, bien entendu, même si Tarzan s'en sera mieux tiré dans le change. De ce fait, elle est toujours présente pour aider au mieux de ses capacités, en sachant l'importance du rôle qu'a son mari. Et je sais que dit comme ça fait un peu femme servile sur les bords, mais ce n'est pas à prendre dans ce sens-là. Elle a conscience du poids qu'il porte et fait de son mieux en étant elle-même pour l'alléger. C'est une vraie solidarité amoureuse comme on en voit peu. À nouveau, être princesse ne signifie pas toujours directement exercer le pouvoir, mais aussi parfois aider celui qui l'exerce. Et à ce niveau-là, notre roi de la jungle aurait difficilement pu trouver mieux pour l'épauler. Quelquefois, je trouve que tu retiens trop bien les leçons. Numéro 3, Vanellope von Schwytz. Et si elle est si bien placée, c'est pas pour la chose évidente à laquelle vous pensez. Si pour moi, Vanellope mérite d'être un modèle de princesse, c'est pour deux raisons. D'une part, c'est une enfant. Vraiment, une représentation intéressante de princesse-enfant, ça ne court pas les rues chez Disney. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Ça affiche une tranche d'âge et le type de caractère qui va avec, qui fait très frais dans ce genre de position. Après, j'attends impatiemment qu'on se centre sur une princesse Disney quadragénaire, je vous rêve. Et aussi, c'est quelqu'un qui ne laisse pas son statut affecter qui elle est. Elle a dû évoluer avec certaines circonstances et accepte ce qu'elle est devenue sans effacer ce qui s'est passé, ni être rancunière. Le code a beau dire que je suis une princesse, moi je sais qui je suis vraiment, Ralph. Elle crée un assez bon mélange de dirigeante à la fois compréhensive et décomplexée. Bon, pas non plus au point d'abandonner les siens et de les laisser vaguement tomber dans l'oubli parce qu'elle en a plus rien à branler d'eux. Vous imaginez si ça arrivait, ce serait rabaissant. Mais dans les mondes de Ralph, on a une princesse qui sait être une fille avant tout de façon convaincante sans que ça ne dicte sa vie. Et ça vaut vraiment quelque chose. Numéro 2, Giselle et Nancy. Vous les aviez sans doute pas vu venir, celle-là. On a là un cas particulier où notre héroïne est la base typique des princesses Disney rétro. Le grand amour royal se profile, chanson vers le soleil couchant, tout ça. Tandis qu'à côté, on a un personnage secondaire plus terre-à-terre dans sa situation, vu qu'elle est un peu de notre monde réel à nous. Et ce qui rend ces deux femmes particulièrement intéressantes pour moi, c'est que chacune doit découvrir ce qui lui correspond vraiment. Giselle sera bien plus épanouie d'avoir une histoire d'amour plus normale en apprenant à se connaître, tandis que Nancy partira sur l'opportunité d'une romance chevaleresque qui concordera à la mentalité qu'elle s'est développée. Le parallèle de leur double évolution reflète à merveille l'importance de choisir la voie qui nous correspond, que ce soit pour ne plus être une princesse ou en devenir une. Ce qui est, je pense, la base de ce qu'un bon modèle doit enseigner. Suivez la voie qui vous parle et qui vous épanouira le plus, sans forcément obéir aux codes avec lesquels vous avez grandi. Waouh, Je vous demande pardon? la façon dont vous dites ça, sans le moindre complexe et sans une once d'ironie, c'est tellement... Il y a une morale très forte là-dedans sur la différence entre ce qu'on souhaite au départ et ce dont on a réellement besoin. Bien mieux illustré que dans un certain film. Ah, ça me manquait de faire ça. Et pour moi, ces deux femmes représentent d'excellents exemples à suivre, aux côtés de celles que le film veut un peu satiriser au départ. Et la meilleure princesse Disney potentielle est Mira Nova. Oui, c'est cela. Il n'y a pas de quoi rire, princesse. Vous étiez sérieux? Ouais, une alien. On peut pas faire plus exotique que ça. Dans ta face, Jasmine. Pour moi, elle regroupe presque toutes les grandes qualités des princesses Disney. C'est une combattante, elle a de la volonté, elle ne veut pas être résumée à sa fonction, elle sait penser au bien de son peuple quand il le faut, elle a même sa petite robe spécifique à elle à un moment. Il lui manque que l'animal de compagnie pour avoir la totale. Est-ce que Booster fait pas l'affaire? Elle affiche vraiment la bonne mentalité à avoir dans sa situation, c'est-à-dire être active et vouloir prouver sa valeur sans faire valoir ses faveurs de naissance. On sent vraiment dans ses motivations à être une ranger le désir de rejeter une mentalité arrogante qui caractérise les siens et de s'y extirper en choisissant la voie honnête et qui demande des efforts. Et pas la voie de facilité garce comme une certaine princesse Disney officielle. Ça la rend véritablement méritante et facilement l'un des plus grands modèles féminins duquel s'inspirer parmi tout ce qu'a créé Disney. Félicitations! Merci,
je suis très touchée. Mais ça ne se vendrait pas aussi bien, et ultimement, c'est ce qui compte le plus. La gamme Disney Princess restera avant tout une énième exploitation facile de la part de l'industrie, mais j'espère tout de même que son but de façade d'influencer en bien le jeune public féminin aura su marcher un peu. En tout cas, suffit les trucs de filles pour moi. On va passer à un thème plus excitant comme les super-héros, ouais. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Il leur faut un portail magique pour entrer dans le monde de Blanche-Neige, mais celui d'Ariel, il tombe dessus comme ça. Ce manga n'a aucun putain de sens.